sur Europe 1 en direct avec le ministre de la Culture, Franck Riester. Vous me recevez bien, Franck Riester? Oui, tout à fait, Mathieu Bellien. Alors ne perdons pas de temps parce qu'il y a énormément de questions au 39-21. Accueillons Sophie qui est dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Sophie. Oui, bonjour monsieur le ministre. Bonjour Sophie. Voilà, je me permets de vous exposer mon cas qui suivra de 2 questions très précises. Je suis directrice de production et je vais commencer à préparer une nouvelle série, Stop et Net dans son envol, à compter du 13 avril. Aujourd'hui, donc certainement repoussé peut-être au 20 juillet, mais c'est très hypothétique. Mon employeur me dit qu'il ne peut me proposer de chômage partiel, faute de promesses d'embauche, ça c'est une chose. Et malgré de nombreux échanges par mail et par téléphone, apparemment je ne suis pas éligible au chômage partiel. Donc je voudrais juste savoir, que risquent les employeurs? Peuvent-ils se faire retoquer s'ils proposent le chômage partiel à un de ses employés, très bien payé puisque j'ai un poste à responsabilité? Est-ce qu'ils risquent de me devoir cet argent sans aucune promesse de l'État ou pas? Je voulais savoir et connaître leur frilosité. Et la deuxième chose, c'est que j'ai entre guillemets trop travaillé l'année dernière, donc j'ai 84 jours de carence à Pôle emploi puisque je viens d'être fraîchement recalculée. 84 jours sans aucun salaire à Pôle emploi pour lequel je cotise depuis des années. Donc je voulais savoir si ces fameuses carences ou franchises vont-elles être reportées, voire annulées, parce qu'il y a une forme d'injustice là-dedans. Voilà. Les questions de Sophie qui sont très précises, Franck Riester, allez-y. Très clairement, si vous avez évidemment un contrat, ce qui n'est pas votre cas, ou une promesse d'embauche, effectivement même un mail ou un engagement de la part de votre employeur d'organiser le tournage, puisque vous dites que vous deviez commencer le 13 avril, a priori cet engagement devait être précédé le 17 mars, un mois à l'avance. À ce moment-là, oui, vous pouvez bénéficier, enfin l'autre entreprise peut bénéficier de l'accès au chômage partiel. Il n'y a pas besoin d'un document officiel pour ce faire. Juste la promesse d'embauche, la promesse de vous dire « Madame, j'ai besoin de vous sur le tournage » suffit. Et il est clair que aujourd'hui l'assurance chômage de ce point de vue-là sera vraiment souple sur l'application de l'accès à ce chômage partiel. En ce qui concerne les jours de carence, je n'ai pas la réponse, la technique à vous apporter, mais je le ferai évidemment, je regarderai ça de très près pour vous dire comment les choses peuvent se faire sur cette carence, parce que là j'ai pas la réponse, je préfère être honnête avec vous. Au moins c'est clair. Sophie, sur la première question, la réponse était claire et sur la deuxième, on attendra. Merci Sophie. Voilà, mais sur la première, il faut juste formuler que dans nos métiers, il y a beaucoup d'oralité. On nous dit d'être au bureau tel jour à telle heure. Donc les promesses d'embauche ne sont pas formulées comme je vous promets que vous êtes embauché à tel poste à tel poste. Madame, Sophie, si jamais il y a quand même un mois à l'avance, des réservations éventuellement de lieux de tournage, il y a des équipes qui ont peut-être été prévues, et donc tout ça, je peux justifier de dire, attendez, oui, il y avait un tournage de prévu et j'avais besoin de quelqu'un pour piloter ce tournage, c'est ma directrice de tournage. Et surtout, vous disiez, Franck Riester, que l'assurance chômage serait souple sur ce genre de... Oui, tout à fait. De profil. Bon, merci Sophie. Donc, mon employeur n'a pas à être frileux, alors c'est juste ça. Non, c'est la réponse. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure dans l'interview avec Sonia Mabrouk, j'invite vraiment les employeurs à se saisir de ce dispositif parce que c'est très utile pour la rémunération de toutes celles et ceux qui travaillent dans le secteur culturel. Isabelle est avec nous aussi. Merci beaucoup Sophie. Je vais un peu vite parce que je sais qu'il y a beaucoup d'appels et beaucoup de questions. Franck Riester, Isabelle est en direct avec nous. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Vous êtes en Seine-et-Marne, je crois. Oui, c'est ça. Votre question pour le ministre de la Culture. Eh bien, bonjour Monsieur le Ministre. Je voulais attirer votre attention sur une profession dont on ne parle pas du tout, c'est celle de professeur d'école de danse. Que ce soit, alors moi je suis profession libérale, mais c'est vrai en contact avec mes collègues qui sont salariés d'associations, mais il n'empêche que nous avons les mêmes tracas. Le premier, c'est celui de l'aménagement de nos salles de danse. Comment faire pour faire danser des élèves de 4 à 70 ans, on va dire, en danse classique ou en danse moderne jazz. Comment faire pour, de façon à ce que ça se soit conforme à ce que vous attendez des installations sanitaires. Et vraiment, c'est pour nous un grand brouillard. La deuxième question, c'est, je voulais exposer aussi cette situation, c'est l'aspect financier. À la rentrée, notre grand souci, c'est
quelles sont les personnes qui vont nous faire confiance pour s'inscrire pour une année entière, payer une cotisation d'une année, en ne sachant pas si 4 semaines suivantes, après la rentrée, il faudra de nouveau fermer l'école. Franck Riester. Ouais. Alors, d'abord, pour votre situation actuellement, vous parliez de vos collègues qui travaillent dans les associations. Des associations peuvent bénéficier du chômage partiel, donc ils peuvent être rémunérés au chômage partiel. Vous, si vous êtes indépendante, a priori, vous pouvez avoir recours au fonds de solidarité pour pouvoir avoir une rémunération pendant la crise sanitaire. Et on travaille aux modalités d'accompagnement après la crise sanitaire, puisque vous y faisiez référence. Quant aux conditions de reprise sanitaire, c'est travailler actuellement au sein des organisations syndicales et professionnelles et vous aurez très prochainement des recommandations précises à mettre en œuvre pour la reprise de vos cours de danse. Pour l'instant, effectivement, ce n'est pas possible, mais ça le sera si vous respectez ces préconisations, ces recommandations sanitaires. J'ai bien compris. C'est vrai que jusqu'à présent, quand on a appelé les fédérations, que ce soit mes collègues ou moi-même, c'était vraiment le monde du silence. On n'a jamais. Oui, c'est vrai. Ils n'avaient pas les réponses parce que ça nécessite un peu de temps d'échange, notamment aussi avec le ministère de la Santé, pour pouvoir bâtir les meilleures recommandations possibles, qui soient évidemment applicables, pour que ça soit possible de pouvoir les appliquer pour vous, et qui soient les plus sécurisantes, à la fois pour vous en tant que prof de danse, mais aussi pour celles et ceux qui seront vos élèves. Merci Isabelle. Merci beaucoup de votre question très précise et en même temps très concernante. Je pense à beaucoup de parents ou beaucoup de pratiquants tout simplement de ces cours de danse. Isabelle, profession libérale en école de danse en direct ce matin. Cette question sur le hashtag Radio Ouverte de Myriam, attachée de presse dans le cinéma, Franck Riester. On est 4 employés, pas de sortie de film depuis 2 mois, aucune rentrée d'argent. Comment va-t-on survivre? Y a-t-il des aides spécifiques prévues pour ces métiers autour des métiers de la culture? Oui, alors je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, les entreprises qui aujourd'hui travaillent comme dans tout secteur d'activité, mais particulièrement sur la culture, bénéficient des mesures transversales. L'accès au chômage partiel, le prêt garanti par l'État, le report de charges et annulation de charges, puisque Gérald Darmanin et Bruno Le Maire l'ont dit, à partir du moment où ce sont des secteurs qui continuent d'être confinés, ils vont bénéficier d'aides spécifiques. C'est le fameux plan de 8 milliards d'euros complémentaires pour accompagner ces entreprises-là. Et ensuite, il y aura un plan global que j'ai appelé massif et pérenne d'accompagnement de tous les secteurs de la culture pour faire face à la crise et en sortir, parce que c'est l'avenir de notre pays en matière culturelle qui se joue. Une question annexe, je pense en réalité à un commentaire d'un auditeur ce matin sur le hashtag Radio Ouverte. Pas grave pour le cinéma, puisque désormais il y a des films qui sortent directement sur les plateformes, voire en ligne. Franck Riester, ça m'inspire cette question. Est-ce qu'on va revoir la chronologie des médias? Aujourd'hui, sortir un film en ligne, ce n'est pas contrevenir à nos règles? Écoutez, alors il y a eu des exceptions qui ont été souhaitées par le ministère via le CNC pour permettre pendant le confinement à ce que des films puissent sortir en VOD ou en VOD à l'acte plus rapidement. Mais nous ne souhaitons pas revenir d'une façon profonde sur la chronologie média parce que ça permet de préserver la salle de cinéma et ça permet de préserver le financement de la création de notre pays. En revanche, Mathieu Béliard, vous avez raison, nous devons absolument veiller à ce que les nouveaux acteurs de l'Internet, les nouvelles plateformes, notamment américaines, mais aussi demain peut-être asiatiques, financent la création. Et c'est tout l'enjeu, la transposition de directives européennes, dites SMA et droits d'auteur, qui sont prévues dans le projet de loi audiovisuel et qui devront être transposées absolument avant la fin de l'année pour permettre que ces plateformes financent des créations nouvelles. Puisque vous savez que le système français du financement de la création repose notamment sur la contribution et les obligations des diffuseurs, notamment des chaînes de télévision. Or, elles ont beaucoup moins de rentrées financières cette année. Et donc, nous devons absolument compenser ça par les investissements des plateformes numériques qui doivent financer la création française et sa diversité. Xavier est en ligne avec nous dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Xavier. Oui, bonjour Monsieur Belliard, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis intermittent du spectacle depuis l'an dernier. Je fais partie de ces milliers de petits musiciens qui ne font pas la une de l'actualité, mais qui vivent et qui pratiquent leur métier avec autant de passion que les stars. Parmi les mesures que vous avez déjà annoncées, il y aurait le recul de la date anniversaire pour présenter son dossier d'intermittent d'une durée équivalente à la durée du confinement. Or, en ce qui nous concerne, nous les musiciens
de la province, les plus belles dates que nous avons en général ce sont au printemps et au cours de l'été. Nous avions en particulier au mois de mai des concentrations de motos, ici à Luchon. Oui, c'est la saison haute. C'est vrai que c'est pour le monde de la culture et ça tout le monde en a conscience. Le printemps et l'été sont une saison essentielle. Voilà. Donc, même si on recule, pour moi, ma date anniversaire, c'est le 32. Alors, même si on recule ma date anniversaire de 62 jours, disons à fin octobre, je ne vais pas rattraper durant ces 2 mois les nombreuses dates que j'ai perdues. On m'a même annulé un festival fin juillet. On revient avec Xavier, Franck Riester à la question de l'année blanche. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Nous avons pris dans l'urgence, encore une fois, la décision de repousser de 3 mois la date, le délai pour regarder le nombre d'heures mobilisées par obtenues par les intermittents du spectacle pour pouvoir bénéficier de leur régime d'assurance chômage et leur protection sociale. Mais c'est bien évidemment des mesures que simplement d'urgence. Et nous travaillons avec Muriel Pénicaud et le gouvernement à prolonger les dispositifs pour que, notamment pendant l'été, les intermittents du spectacle ne soient pas pénalisés. Alors, est-ce que ça sera une année blanche telle que certains le disent? Je ne sais pas encore, mais oui, il y aura un dispositif qui permettra à monsieur de pouvoir continuer de bénéficier de son régime pendant la période d'été. C'est pour nous très important et c'est un plan ambitieux parce qu'on est convaincu que cet écosystème des artistes et techniciens qui bénéficient de l'intermittence est vital pour la pérennité tout simplement de la culture dans notre pays. Franck Riester, un dernier mot. Merci Xavier, intermittent du spectacle, musicien en direct ce matin avec nous. Un dernier mot, Franck Riester. Le projet de loi audiovisuel est-il maintenu? La chaîne France 4, notamment, qui s'est illustrée pour l'école à distance, va-t-elle arrêter d'émettre? Alors les objectifs de cette loi audiovisuelle, souveraineté culturelle, je vous l'ai dit tout à l'heure avec les transpositions des directives européennes pour financer la création française par les plateformes, l'avenir de la télévision linéaire, gratuite, la TNT avec l'ultra haute définition qui est prévue avec des dispositions dans le texte, la question de la régulation modernisée pour lutter contre le piratage, pour protéger les publics contre les propos haineux, pour protéger les publics contre les mineurs contre un certain nombre de contenus problématiques, l'avenir de l'audiovisuel public, tous ces objectifs sont toujours essentiels et plus d'actualité que jamais. Pour autant, le calendrier exact de tout ça, je ne peux pas vous le confirmer. En ce qui concerne, parce que vous comprenez bien que le calendrier parlementaire avec la crise est modifié, pour autant, en ce qui concerne France 4 et France O, qui doivent normalement fermer le 9 août, j'ai demandé à France Télévisions d'avoir un plan à la fois qui permette de garantir le maintien des programmes jeunesse et outre-mer sur les grilles de France Télévisions si France O et France 4 étaient fermées au 9 août. Mais j'ai demandé aussi à ce que pourraient être ces grilles de programmes si nous maintenions ouverts France 4 et France O cet été. Et nous prendrons notre décision dans les jours qui viennent parce qu'on a vu que France 4 et France O, et notamment France 4, avaient joué un rôle majeur, notamment pour les jeunes, pour continuer d'apprendre pendant la crise et pendant le confinement. Mais du coup, elles vont continuer ou pas, France 4 ? Eh bien, je vous dis, j'ai demandé Mathieu Béliard, alors même que la fermeture était prévue au 9 août, à France Télévisions de nous donner les éléments qui pourraient nourrir notre décision si jamais nous maintenions ouverts France 4 et France O après le 9 août. J'ai demandé des informations quant à ce que serait la grille, la grille de programme de France 4 et de France O. Parce que pour prendre la décision de maintenir ouverts France 4 et France O, encore faut-il savoir ce que serait proposé par France 4 et France O après cette date du 9 août. Franck Riester, merci beaucoup et merci à tous nos auditeurs. Ils étaient nombreux au 3921 sur le hashtag Radio Ouverte. Je pense à Sophie, Isabelle, Xavier, Sylvie, Bernard, Benjamin. Désolé, on n'a pas pu vous prendre à l'antenne, mais Franck Riester a répondu aux questions de nos auditeurs ce matin. Le ministre de la Culture, il est 8h45.